c'est une sorte de Françoise Dolto du politique. Il est tout le temps interrogé sur les ondes pour donner son opinion sur ce champ-là. Il est politologue, il enseigne à l'université de Sherbrooke voilà, il va nous parler de la crise des idéologies et utopies religieuses dans l'espace moyen-oriental, le défi de la sécularisation et la modernité. C'est un livre qu'il vient de publier et dont il va nous parler. Merci bien. Donc, bien ravi d'être parmi vous et j'ai bien compris que le temps est assez compacté. Merci pour l'éclairage de M. Roy, théorique très intéressant avec Darius Shamigan. C'est vraiment très éclairant. Aussi, je dois un remerciement particulier aussi au professeur Rapkin pour ses vues assez critiques et éclairantes sur le religieux et son idéologisation dans le sionisme, et qui nous aide aussi à comprendre un peu, m'épargner aussi quelque temps d'expliquer le même scénario, si vous voulez, qui est arrivé presque dans la culture musulmane. Pour Madame Abdelwahed aussi, je salue son courage et sa rigueur dans cette critique, dans cette autocritique, même si je peux me permettre, qui se fait rare en islam, et ce genre d'élite, ce genre de discours nous manque beaucoup. Et si vous voulez, j'embarque sur les 3 interventions. Excusez-moi, je n'ai pas pu être le matin, j'étais dans une obligation à Sherbrooke. Et sur ce point, j'aime attirer l'attention particulièrement sur la culture de l'islam, qu'il nous manque vraiment de mettre cette culture, ses axes, ses valeurs, ses dynamiques dans les laboratoires des sciences humaines. Maintenant, chaque discipline a son propre lexique, comme M. Rapkin l'a très bien dit, et a son propre jargon et sa propre méthodologie. On ne va pas faire mélange des genres. Et sur ce point, j'aime bien faire cette approche sur ce que j'appelle la crise de l'idéologie pan-islamiste et l'idéologie panarabiste. Pour le panarabisme, je veux aller un peu rapido presto, mais pour le pan-islamiste, peut-être je m'attarder un peu plus, vu que, comme j'ai compris de M. Roy, comme d'autres interventions, que le religieux est plus central dans le colloque que la question du nationalisme. Alors, je ferai ce point-là. Maintenant, commençons par des remarques géopolitiques, remarques socioculturelles, et après, les idées un peu d'analyse. Quand on fait une approche de la culture politique en islam, surtout dans le nationalisme arabe ou justement l'islamisme politique, comme on le remarque, le constat est qu'au niveau géopolitique, il y a eu une rupture importante après le 11 septembre. Après le 11 septembre, l'islamisme, comme cheval de bataille de l'Occident stratégique, a été presque en rupture, même en conflit. Alors, ce qui a été durant la guerre froide une utilisation, un usage stratégique, géopolitique de l'islamisme, surtout conservateur, qu'on voit dans les pays du Golfe ou ailleurs, le wahhabisme en particulier, il y a eu une rupture le 11 septembre 2001, et cette rupture apparaît de plus en plus dans le bris de confiance entre les anciens alliés des États-Unis et l'Occident stratégique par ricochet, et on le trouve aujourd'hui dans l'administration Obama particulièrement, qu'il soit par ce restraint ou ce leading from behind ou ce recul qu'on a vu avec l'interventionnisme des conservateurs, des ultra-conservateurs ou les néoconservateurs, plutôt trotskistes si vous voulez, et qui voulaient changer le monde et faire le remaking of the Middle East et la démocratisation du Moyen-Orient ou le Grand Moyen-Orient. Alors, avec M. Obama, le fait qu'il recule va créer un vide et va mettre une situation embarrassante pour ses propres alliés qui leur assuraient un certain parapluie. Deuxième point qui est important, et ce n'est pas un jugement de valeur ni moral, l'administration Obama et les stratèges américains en général, même les élites libérales,
sont embarrassés par cette alliance avec l'islamisme politique. Alors, ils ont fait comme une défense de se distancier. Et sur cet aspect des choses, on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu machiavélique, au sens propre de la ruse politique. C'est que M. Obama et ses stratèges ont trouvé plus d'intérêt dans la polarisation à l'intérieur de l'islam, ou l'espace musulman, ou la galaxie de l'islam, entre la puissance iranienne montante, qu'il fallait quand même freiner sa nucléarisation, mais quand même lui permettre une certaine expansion pour en profiter d'un contrepoids de la puissance iranienne chiite contre les alliés sunnites, et les arabo-sunnites en particulier, en plus la Turquie. Cette polarisation géopolitique entre Iran et pouvoir arabe sunnite, et qui va prendre une phraséologie plutôt idéologique sectaire, le sunnisme versus le chiisme, va certainement peser très fort sur la crise idéologique actuelle dans le monde arabe. Comme vous le savez, on ne peut pas aller espérer une émergence d'une démocratie libérale, même si c'est souhaitable en quelque sorte, que j'appelle dans mon dernier livre la rupture libérale, alors même si elle est souhaitable, va être bloquée par ce phénomène géopolitique. Et comme Houria Abdelwahid l'a très bien mentionné, cette déception du printemps arabe et cette désarticulation du printemps arabe qui vraiment fondait une possibilité d'une humanisation de l'islam et fondait une possibilité, une opportunité même pour une démocratisation de cet espace, le printemps arabe va se voir englouti à l'intérieur du jeu géopolitique ou le grand jeu dans le Moyen-Orient. Et sur ce point, l'aspect culturel qui était une espérance dans le printemps arabe, qui n'est pas aucunement un jeu de complot, il n'y a pas, ce sont des phénomènes internes qui ont gagné une certaine maturité au niveau sociologique, au niveau culturel. Je veux les énumérer presto aussi. La capitalisation de la sphère arabe et le Moyen-Orient en général, il y a une forte capitalisation de la sorte que l'individu va apparaître, l'entrepreneurship et un islam business qui va apparaître, et après il va apparaître un self-islam et un islam très individualisé dans une capitalisation qui va mener à une société de consommation et qui va mener justement à la sécularisation. Ce que M. Roy l'a très bien étalé, peut-être si je peux me permettre un petit complément, c'est qu'il y a beaucoup dans le daïchisme ou dans le djihadisme ou dans l'islamisme politique un sentiment de malheur, de détresse, que le religieux n'est plus capable de donner des réponses aux phénomènes de la vie, à la complexité de la vie capitaliste, citadine, séculariste. Alors, en ce sens, le recul du religieux va amener à un retour turbulent du religieux. Alors, le fait que l'islam classique, conventionnel, traditionnel, se trouve incapable et dyslexique même devant le phénomène de la capitalisation, la société de consommation, la sécularisation et la modernité, fait de la sorte que ces gens-là vont contourner ce qui croit une crise plutôt conjoncturelle, mais qui est vraiment structurelle, et ça va apparaître de plus en plus. Deuxième blocage qui n'est pas nécessairement géopolitique, il est plutôt socio-culturel, c'est que ces sociétés du Moyen-Orient seront vite, surtout la région du Golfe, et non pas nécessairement le côté méditerranéen, seront vite propulsées dans une économie hyper productive, tandis que leurs sociétés et leurs économies ne sont pas productives. Ils n'ont pas une sécurité alimentaire, ils n'ont pas une sécurité, je dirais, au niveau social, agricole, ainsi de suite, sont des sociétés consommatrices très dépendantes. Alors, elles sont périphériques, mais plus elles dépendent beaucoup des produits qui viennent de l'extérieur de la sphère. Mais en même temps, le fait qu'il y a le pétrole et le fait qu'il y a les hydrocarbures va rendre, en même temps qu'ils soient dans le point de mire
des grandes puissances coloniales et dans les grandes puissances impériales, mais en même temps, ils ne peuvent plus se déconnecter de ces puissances impériales parce que pratiquement leur survie et sécuritaire, et militaire, et économique dépendent de cet impérialisme européen ou occidental. Sauf qu'ils n'ont pas l'idéologie à suivre. Ils vont répondre à cette modernité, à cette capitalisation, par un ultra-conservatisme, le wahhabisme en particulier, ou le daïchisme, ou le djihadisme, ou le salafisme en général, ou pire, les frères musulmans, c'est-à-dire l'islamisme politique. Et on a ici un blocage, je reviens sur ce point. L'autre blocage est socio-culturel. Vous êtes devant des sociétés tribales, claniques, où sont destructurées, mais qui continuent à avoir une possible, si vous voulez, influence sur les mentalités. Et puisque vous êtes l'historien des mentalités, comme j'ai compris, alors les mentalités vont survivre sur les anciennes, les nouvelles ou les innovations nouvelles. Alors en même temps, le monsieur va conduire sa Cadillac, prendre l'avion, utiliser le congélateur, mais il va vivre avec ce que Houria Abdelwahid l'a très bien expliqué, la priorité de l'homme sur la femme, une culture machiste, phallocentrique, ainsi de suite. Alors pratiquement, on va vivre une ancienne culture dans un enrobage nouveau. L'autre point, et j'arrive maintenant au point qui vous intéresse, il me semble, dans ce colloque, c'est comment il y a une crise de l'islamisme politique et du nationalisme. Commençons avec le nationalisme. Il y a de quoi que le panarabisme n'a pas réussi son projet d'unité, pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il a mis beaucoup sur ce qu'on appelle le partage de la région, les accords Sykes-Picot en 1916, que les entités, États territoriaux ici dans la région sont tous artificiels. On ne le sent pas beaucoup au Maroc, ce point, on ne le sent pas en Égypte, mais on le sent dans le Proche-Orient ou l'Asie mineure. C'est-à-dire que les États présents sont toujours regardés et perçus comme arbitraires, artificiels, et surtout imposés par cet Occident impérial. Et le fait que le panarabisme voulait à n'importe quel prix gommer ses frontières, d'après lui, artificielles, il a perdu beaucoup d'énergie dans ses frontières et arbitraires, illusoires, aléatoires, et il n'a pas fondé un État moderne, il n'a pas fondé une société moderne. Donc il a raté la période de la décolonisation. Pourquoi? Il ne l'a pas injecté avec une idéologie capable de suivre ce que je disais avant, le capitalisme, la capitalisation, la société de consommation, la modernité politique. Alors, il n'a pas pu travailler une décolonisation qui puisse être en connexion avec la modernité. Alors, il va rater l'édification d'un État de droit, une édification d'État moderne, et surtout, il va rater une démocratisation qui a connu son moment libéral sous la colonisation, et il était plus préoccupé, justement, parce que professeur Rapkin l'a bien mis en relief, la naissance d'un État d'Israël. Pour eux, pour le panarabiste, c'était l'ennemi à abattre et non pas à édifier une société moderne ou une société, je dirais, libérale ou démocratique libérale. Ils étaient plus préoccupés par la libération soit de la puissance coloniale occidentale européenne, soit de la libération des territoires occupés par Israël, et non pas par la liberté de l'être humain, du citoyen, et bâtir un citoyen qui est capable d'avoir un esprit critique ou avoir une bonne harmonie dans ses relations avec la modernité. Alors ça, c'est pour le nationalisme. Le nationalisme va rater son coup historique parce qu'il n'a pas vu que son premier mandat est de bâtir un nouvel ordre culturel et politique fondé sur les idéaux de la modernité. Il l'a vu plus comme une idéologie de puissance pour se libérer
le puissant colonial ou l'occupant, si vous voulez. Alors, on vient maintenant à deuxième point, l'islam. Et ici, je me permets quelques remarques historiques et aussi épistémologiques, si vous voulez. Jamais on a eu dans l'histoire de l'islam, depuis son émergence, même dans son foyer fondamentalement prophétique, on a eu vraiment une séparation, comme la modernité nous enseigne, sur la double autonomie entre le politique et le religieux. Cette notion va rester, même à nos jours, étrangère, même s'il a gagné plus de poids ou plus de, je dirais, expansion. Mais il va rester dans l'islam, ce que M. Roy a déjà signalé, le grand théoricien de cette affaire, Abul A'la al-Mawdoudi. Et al-Mawdoudi va considérer la règle de 3D, que l'islam est une dîne, est une religion, daoula, État, et dunya, monde. Alors, le mondain, l'étatique et le religieux sont entrechevêtrés. Cette idéologie islamiste, elle est vraiment plutôt chez les intégristes, mais elle a aussi ses résonances, elle a ses points de départ et des formulations chez les classiques, chez les traditionalistes. Et même Sayyid Qutb, qui est le fameux théoricien, qui va dire que la nationalité de musulman, c'est sa foi. Il n'y a pas de nationalité à l'extérieur de la sphère religieuse. En ce sens, le nationalisme arabe, le panarabisme et tous les nationalistes, pour les islamistes, en général, même les traditionalistes, sauf quelques-uns, va être une hérésie. L'appartenance loyale à la nation, à l'État-nation, à l'État territorial, elle devait toujours être considérée comme plutôt une hérésie. La beauté de M. al-Baghdadi, quand il a utilisé le terme État, alors ici, c'est une, je dirais, une instrumentalisation. De un, l'État, ce n'est pas un terme coranique, d'où ça prouve un peu son ignorance dans ces textes sacrés. Alors, l'État n'est pas un concept coranique. Il n'a jamais été utilisé au sens que lui, il est en train de l'utiliser. Ça, c'est quelque chose qui est post-prophétique et je dirais, coranique même. Deuxième remarque importante, ce que vous voyez dans l'islam, comme il est articulé, comme Houriya l'a très bien exposé, c'est un amalgame entre l'islam du texte, du Coran, qui est un exemplaire plus restreint de ce qu'on a connu du temps du prophète ou le Coran mahométain, et plus restreint que le Coran idéalisé qui est plutôt où l'ange Gabriel était en train de lire ses directives et ses versets. Alors, mais le fait que le retour au Coran est pratiquement presque bloqué. On retourne aux juristes, on retourne aux théologiens, aux exégètes. Mais le texte, lui, il est pratiquement, n'est pas regardé et aperçu selon ce que je disais, les sciences humaines, les sciences linguistiques, l'anthropologie. Il n'est pas regardé comme tel, il n'est pas étudié comme tel. D'où mes trois remarques rapides sur la crise de l'idéologie islamique. Première remarque, l'islam passe par ce qu'on appelle le test de la polysémie. C'est que le texte sacré, comme dans toutes les autres religions, il est polysémique, il est ambivalent, il est ambigu et il prête à plusieurs interprétations et d'où sa survie. C'est pourquoi on survit beaucoup, les religions survivent parce que justement ils peuvent être interprétés différemment selon les lieux, le contexte et surtout selon les nécessités du croyant et la croyante et non pas selon des exigences arbitraires à leurs propres intérêts et à leur propre milieu et leur propre environnement. Alors, la question de la polysémie est importante, ce qui fait qu'il y a en islam quelque chose qu'on appelle l'anarchie des fatwas. Alors, ici, je veux être cavalier, je m'excuse, mais vous me pouvez... non. Moi, je ne peux pas nommer, c'est mieux comme ça, plus modeste, nommer un seul thème où il y a un vrai consensus entre les musulmans. Il n'y a pas. Le voile, Houriya l'a très bien dit, et plus,
c'est plus une cacophonie. N'importe. Sur, par exemple, l'homosexualité, puisque nous vivons toujours sur cet infâme acte de terrorisme aux États-Unis, même l'homosexualité. Aujourd'hui, en Malaisie, ils ont fait une fatwa que l'homosexuel peut se marier. Et même un Saoudien, un prédicateur saoudien, a dit que c'est un péché, mais qui n'est pas nécessairement passible de mort. Alors, même ce point, on n'a pas un consensus. Que dire du consensus sur comment gérer la politique, et comment gérer l'espace public, et comment gérer le privé, et comment gérer l'économie? Ici, l'islamisme politique est venu dans un cul-de-sac. Il est dans une cul-de-sac. L'islam n'est pas ni une théorie économique, ni une théorie idéologique, et ce réductionnisme idéologique que M. Roy l'a très bien expliqué, que ça vient un réductionnisme, on ne voit pas dans la religion qu'une idéologie combative ou combattante ou une idéologie de pouvoir ou de contre-pouvoir. Le fait de réduire l'islam à l'idéologie, Mohamed Harkoun l'a très bien vu, et Mohamed Harkoun, un fameux intellectuel décédé, mais qui a fait vraiment quelque chose de très important, il a dit quand l'islam est devenu une idéologie, pratiquement, il a perdu toute la possibilité de sa spiritualité. Alors, c'est fini. Cela a caché sa possible avoir des trésors spirituels qui existent, j'en doute pas, puisque comme M. Rapkin l'a très bien signifié, l'islam et le judaïsme se ressemblent comme deux gouttes d'eau, même sur les points, sur quelques valeurs importantes. Et oui, le christianisme fait comme une bifurcation, mais pour l'islam et le judaïsme, il y a une forte ressemblance. Alors, la crise de la gestion de l'étatique est pratiquement, elle est aujourd'hui assez manifeste. Ghannouchi, le fondateur du parti Al-Nahda en Tunisie, puisque c'est là où on parle du foyer du printemps arabe et une possibilité que le printemps arabe réussisse, lui, il vient de sortir, il y a un mois et demi, de sortir l'idée que l'islamisme politique est une prédication et non pas une idéologie. Alors, il a fait la différence entre la prédication religieuse et l'idéologie politique. Et il a dit que nous, en tant qu'islamistes, on n'a pas vraiment un projet d'État. Et qu'il faut faire la séparation entre ce qui est da'awi et ce qui est plutôt idéologique et étatique. Alors, voilà un premier constat d'échec de l'islamisme politique. Ils arrivent au pouvoir en Égypte et ils disent l'islam est la solution. Al-Islam huwa al-hal. Mais une fois ils exercent le pouvoir, ils n'ont aucune solution. L'islam devient plus un problème. Parce que les interprétations au niveau politique n'arrivent pas à faire émerger une solution de gestion politique. Alors, ce qu'on appelle en anglais « policies and politics ». Alors, le fait de sortir de « policies politics », il n'arrive pas à le faire sortir. Et au niveau, maintenant, de l'économie, c'est clair. Au niveau des alliances géopolitiques, alors, ils sont dans un cul-de-sac. Qu'est-ce qu'on fait avec le combat avec Israël? Alors, on voit que les frères musulmans en Égypte pactisent avec Israël. La première chose à faire, c'est de calmer les Israéliens, calmer les Américains, calmer le Hamas. Alors, aussi, au niveau géopolitique, sont pragmatistes comme les autres. Alors, il n'y a pas d'islam dans l'affaire. C'est question de pragmatisme et de bien tenir le pouvoir. Alors, allons maintenant dans ce que j'appelle la crise de la vision du monde en islam, ou la vision, disons, de la culture, ou le worldview, ou le Umwelt, vous l'avez dit, n'est-ce pas? Weltanschauung. Oui, Weltanschauung. Alors, comment il y a une crise? Voilà, c'est la pression de la modernité. C'est une pression sur l'islam ou la sphère islamique depuis au moins 2 siècles et demi. Généralement, on fait la chronologie avec l'arrivée de Bonaparte en Égypte en 1798. Ça peut être monté avant ou après, ce n'est pas le point. Le choc avec la modernité a créé ce qu'on appelle la Renaissance arabe, ou la Renaissance musulmane, ou le réformisme islamique. Et c'était quoi? C'était une façon de dire
que la modernité, comme elle est exposée, articulée, vécue par les Occidentaux, est possible dans la sphère islamique et que l'islam ne rejette pas cette modernité. Il a simplement une réclamation à son égard, c'est de l'islamiser. De islamiser quelques valeurs modernes en se modernisant. Et c'est les trois grands intellectuels de l'islam qui, jusqu'à aujourd'hui, chaque jour sont cités, Al-Afghani, Muhammad Abdou, Rachid Rida. Alors, sont les vrais réformistes de l'islam qui voulaient épurer l'islam, le purifier des superstitions et en même temps faire une réforme califale, réforme du politique. Et ils vont avoir des divergences. Le point net, c'est que la première renaissance islamique et renaissance arabe vont échouer. Échouent. Les deux échouent. Et aujourd'hui, nous sommes en quête d'une deuxième renaissance que des gens ont eu l'illusion ou la conviction que le printemps arabe va l'offrir. Mais jusqu'à maintenant, on est en train de se battre avec les mêmes blocages avec la modernité. Je veux les citer, mais sans me répéter beaucoup. Prenons tout d'abord cette utopie du retour califal, le retour du califat. Alors, c'est comme suivre une utopie, mais je prendrai aussi votre façon de dire l'idéologie, mais moi je suis plus Karl Mannheim, en faisant la différence entre l'utopie et l'idéologie, mais je prendrai, comme vous l'avez bien cité, M. Roy. Alors, cette utopie est illusoire. De un, le passé âge d'or n'est pas récupérable. Que l'âge d'or soit derrière nous, c'est contre la logique de l'islam lui-même. Voilà. Alors, c'est le fait d'aller chercher un âge d'or dans le passé va créer un premier problème. Il n'est pas à la portée de main, il est irrécupérable. L'âge prophétique est irrécupérable, il n'y a pas un prophète, parce que ce sont les privilèges du prophète. Et comme c'est apparu dans les versets autour des femmes et d'autres, ce sont ses propres privilèges comme prophète. Alors, il n'y a aucun autre qui va demander les mêmes privilèges du prophète. Alors voilà, l'âge prophétique est révolu et c'est fini. Il est irrécupérable. Deuxième, le califat après l'islam, même les frères musulmans le considèrent qu'après l'âge prophétique et les bien guidés, les 4 premiers califes, ils considèrent que l'islam est rentré dans un régime de royauté. C'est mulkun adoud. Mulkun adoud. C'est-à-dire, il n'y a plus, c'est un royaume. Et pratiquement, pourquoi il faut le récupérer? Alors, l'utopie califale, comme al-Baghdadi et d'autres, c'est recourir encore une fois vers le gouffre, c'est-à-dire vers une crise structurelle dans la pensée politique. Et la modernité va faire de pression que l'âge d'or n'est pas derrière vous, c'est devant vous. Et c'est la différence entre modernité et tradition sur ce point. Et deuxième point, je sais que vous êtes pris par J'ai encore 5 minutes. 5 minutes, c'est ça. La question de la gouvernance. L'État en islam, même si l'État, comme je dis, n'est pas coranique, était pour quoi? Était pour protéger la religion. Était pour appliquer la charia. Aujourd'hui, on ne peut pas appliquer la charia pour la simple raison. Dites-moi de quelle charia vous parlez. Quelle interprétation de la charia? Prenons les châtiments corporels. Est-ce qu'on coupe la main du voleur? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle interprétation prendre? Il y a 1000 et 1000 interprétations de la charia sur les questions des châtiments corporels. Est-ce qu'on fait la flagellation? Est-ce qu'on décapite? Et qu'est-ce qu'on fait avec l'adultère? Et pour les droits successoraux, c'est pire maintenant. Ce sont des sociétés qui ne sont plus des sociétés rurales, bédouines, tribales. Comment vous donnez à une fille marocaine, ici à Montréal, où dans 55% des familles marocaines ici, c'est la femme qui est pourvoyeuse d'argent? Alors qu'est-ce que vous faites avec ça? Comment vous faites si la fille est un médecin et son frère n'a pas pu atteindre ce niveau, soit de revenus, soit de scolarisation? Qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est ça le problème. Quel est le rôle du droit positif, le rôle du droit religieux? Ça, c'est très difficile et c'est pourquoi ils sont dans une crise. Ils sont dans une crise. Si je prends la question qui a été effleurée avant aussi par le professeur Rapkin, la question des us, des coutumes,
ou, à ma façon de le dire, le culte et le culturel, où on fait une limite entre culte et culturel. Est-ce que le voile est un culte ou c'est culturel? Et faire les prières 5 fois, ça se comprend, c'est du culte. Mais le culturel, est-ce qu'il faut le faire sur le trottoir ici? Est-ce qu'il faut le faire dans une cabane à sucre? Ou on peut le retarder et le faire après à la maison? Et c'est là le point. La tenue vestimentaire. Est-ce que dans la tenue vestimentaire, qu'est-ce qui est que dans aussi les apparences, est-ce que c'est nécessairement faire sa barbe comme le prophète? D'ailleurs, plusieurs d'entre eux, comme Ali Shariati par exemple, le disaient. Il disait, ils avaient la barbe de Lénine et Trotsky, maintenant ils ont la barbe de Ali, de l'imam Ali. Alors c'est ce qu'on appelle d'ailleurs en anthropologie le transvasement. Alors le bricolage identitaire, on le voit souvent ici dans nos rues, dans nos collèges et dans nos universités, les filles musulmanes, puisqu'on parle de l'islam particulièrement, elles ont le voile, mais en même temps le jeans, le t-shirt un peu trop séducteur, plutôt à un goût d'un vieux comme moi, mais pratiquement, et il y a le bricolage identitaire qui se fait. Alors comment on peut le faire? Et pour terminer un peu pour cette affaire, est-ce que le panislamisme est conscient de sa crise? Et j'ai écouté quand on a attaqué la mosquée du prophète il y a quelques jours, si vous avez eu vent de cette histoire. Des groupes, peut-être Daesh, peut-être des services de renseignement, je ne sais plus, dans cette boîte noire, qu'est-ce qui arrive? Ils ont tenté de faire exploser la mosquée du prophète dans Al-Madina. Est-ce que c'est déjà un élément de prise de conscience que cette violence, qui, maintenant j'ose dire, puisque Houria m'a encouragé à le dire, généralement je ne le dis pas beaucoup en public, parce que Daesh, après tout, et c'est le scandale, il est en continuité avec ce qui est arrivé en islam dans son histoire. Je sais qu'il y a beaucoup qui aiment Kadhafi ici et qui aiment Saddam Hussein, j'espère que non en tout cas, mais parmi mes étudiants, il y a beaucoup. Vous savez que Saddam Hussein coupait même les nez et les doigts et les pieds. Hein. Ça, c'est pas connu parce que CNN n'était pas là, pas plus. Mais il a eu même pratique. On a eu les mêmes pratiques dans les traditions, dans beaucoup d'histoires. On a eu les mêmes pratiques. En ce sens, Daesh n'est pas martien. Il n'est pas été parachuté. Il est dans la continuité des structures, qu'elles soient géopolitiques, comme je disais au début, qu'elles soient socioculturelles, qu'elles soient même idéologiques. Il n'est pas étranger à une certaine production d'une violence, et j'ajouterai, autodestructrice dans cet espace. Et c'est là le point. Il ne faut pas dire que c'est la faute à l'étranger, à la comme Sharigan. Non, oui, l'étranger a un rôle, oui, il a un rôle aggravant, je ne dis pas non, on ne peut pas être myope sur ce point, mais aussi, il faut regarder de l'intérieur pour comprendre ce que Malik bin Nabi, un des plus grands intellectuels algériens, le disait, ne me parlez plus de colonialisme, parlez-moi pourquoi nous avons cette hospitalité, pourquoi nous sommes vulnérables devant le colonialisme, pourquoi on prête le flanc à être des régimes despotiques qui attirent les Américains, le terrorisme djihadiste attire les étrangers. Alors qu'est-ce qui fait dans cette culture qu'on produit et le despotisme et le terrorisme, et les deux attirent les invasions étrangères? Merci beaucoup.